Alors, donc aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi de traiter donc du cheveu, donc dans cet ouvrage. Donc j'écrivais sur autre chose et j'ai eu trois éléments déclencheurs. Donc je fais des ateliers à Afrodia et donc dans ces ateliers, donc les jeunes filles noires m'ont dit que lors des rencontres amoureuses, elles étaient donc choisies les dernières. Donc il y avait les jeunes filles blanches, les jeunes filles métisses, les jeunes filles arabes, asiatiques, et les filles noires sont choisies en dernière. Donc forcément, ça posait des problèmes d'estime de soi. Et beaucoup d'entre elles m'ont dit qu'elles n'aimaient pas leur peau ou leurs cheveux. Et leurs cheveux. Ensuite, j'ai eu beaucoup de témoignages, dont un aussi qui m'a marqué, donc d'une jeune fille qui était noire et dont la maman s'est remariée et donc a eu des enfants métis. Et donc, lorsque la maman se promène avec ses enfants, qu'elle soit en France ou en Afrique, lorsqu'il voit les enfants métis, oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Et lorsqu'il la regarde, le silence comme dans la salle. Donc voilà, il y a donc beaucoup de problématiques, on ne va pas toutes les citer. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre-là, puisque cette problématique joue sur l'estime de soi et la confiance en soi de nos adolescents et adolescents. Donc en fait, ce que j'aurais voulu faire là, donc je vais le faire en, je pense, 15 minutes, ça va être assez rapide, sauf si après vous avez des questions. Lorsque je travaille avec les adolescentes, en fait, je leur demande déjà quel est leur rapport aux cheveux. Donc elles disent tout ce qui passe par la tête. Donc je ne sais pas si vous voulez aussi participer, même si vous n'êtes pas adolescent. Lorsqu'on dit cheveux crépus, quels sont les mots qui vous viennent? Vous pouvez les lancer dans la salle, il n'y a pas de souci, on ne va pas passer le micro. Dur, sec, difficile. Rebelle. Pardon? Rebelle. Moutonneux. Pas professionnel. Ah, j'ai entendu injoli, donc ça fait au moins 20 mots négatifs. Beau. Voilà, mais il y a quand même 20 mots négatifs et un mot positif. Donc c'est quand même, je sais pas, hein, si on pense là, comme je vois quand même que c'est des adultes, donc on peut pousser un peu la réflexion. L'estime de soi, c'est pas ça. Hein. Est-ce que vous savez à quel moment on a dit que ce cheveu, justement, on a donné tous ces adjectifs? Il est dur, il est rebelle, il est laid, on n'arrive pas à le coiffer, etc., etc., etc. Est-ce que ça a toujours été comme ça dans l'histoire? Parce qu'en fait, c'est ça qui est important. C'est à quel moment on a commencé à dire que ce cheveu était rebelle. C'est quoi un cheveu rebelle en plus? Pardon? Voilà, à partir de l'esclavage. Mais ça, bon, nos adolescentes ne le savent pas. Donc c'est ça qui est important. C'est ça qui est important de leur dire. Et surtout les mamans, lorsqu'on coiffe les cheveux de nos enfants, bien sûr, évitons de dire « Ah, c'est dur, ah là là, c'est raide, ah là 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 », que des adjectifs qui sont négatifs parce que inconsciemment ça joue. Et justement, la science montre aussi que beaucoup de choses restent dans les gènes. Donc, je ne sais pas si vous voyez quand même, puisqu'il n'y a pas de rétroprojecteur, mais est-ce que vous arrivez quand même à voir l'écran ou pas? Parce que j'aurais quand même voulu montrer des images. Donc lorsque je travaille avec les adolescentes, déjà je leur dis que l'histoire, donc c'est moi qui ai fait ce découpage, mais pour qu'elles comprennent, il y a 4 périodes dans l'histoire. Il y a la préhistoire, il y a l'Afrique impériale, le déclin, qui correspond aux traites négrières arabes et européennes, et ce qu'on appelle l'Afrique contemporaine. Donc en général, nos adolescents connaissent très bien la traite négrière. Quand je dis très bien, elles en ont entendu parler, et un peu l'Afrique contemporaine. Aujourd'hui, grâce au travail des militants, depuis 20 ans, on commence à parler de ce qu'il y avait avant l'esclavage, ce qui était complètement tabou lorsque moi j'étais petite. Donc ce qui est important de dire, en fait, lorsqu'on parle avec ces jeunes filles-là, qui ne se trouvent pas belles, c'est est-ce que ce cheveu a toujours eu une connotation négative? Alors comme vous le savez, tous, je pense que tout le monde sait que l'homme est né en Afrique. Donc comme vous le savez aussi, la nature est bien faite. Donc les premiers hommes étaient donc noirs, puisqu'il y avait la mélanine.
Et comme vous le savez, la mélanine est une protection. On a de la mélanine dans la peau, dans les yeux, c'est pour ça qu'on a les yeux noirs, marrons, et dans les cheveux. Alors, est-ce qu'à cette époque, à votre avis, pourquoi on avait les cheveux crépus? C'est ça que je leur demande. À la préhistoire, les premiers hommes, ils avaient les cheveux crépus. Donc c'était une protection aussi contre le soleil, pour protéger justement la peau fine qu'on avait au-dessus du crâne. Donc tout est bien fait. Donc déjà, lorsqu'on commence l'histoire comme ça, en leur disant que c'est une protection des cheveux, déjà là, on n'entend pas, c'est dur, c'est pas beau, c'est... Voilà. C'est simplement juste ça, déjà, ça change tout le paradigme. Donc voilà le rôle, en fait, du cheveu crépus, et c'est pour ça qu'il est frisé comme ça. Et ça retient même plus la transpiration sous ces températures extrêmement élevées, hein, qui étaient dans la région des Grands Lacs, pour éviter que la transpiration tombe directement dessus, pour pas qu'il y ait de surchauffe aussi, au niveau de la tête, et tout ce qu'on appelle insolation. Donc leur rappeler que notre physique est due à un environnement. Donc en général, je leur montre les premières coiffures. Bon, là, on va passer. Donc après, je leur montre ces images. Donc ça, ce sont des Nubiennes. C'est une Nubienne ou une Égyptienne. De toute façon, elles étaient pareilles. Donc ça, deuxième point qui est important. Très peu de jeunes filles savent que déjà les Égyptiennes ou les Nubiennes ressemblaient à cette jeune fille. Et cette jeune fille, elle ressemble tout simplement à nos jeunes filles. Donc je leur demande, à votre avis, est-ce qu'à cette époque-là, on disait que le cheveu était laid? Non. Les Nubiennes, les Égyptiennes, les Africaines de l'Afrique impériale étaient considérées comme des symboles de beauté dans le monde, voire divinisées, puisque les déesses égyptiennes portaient des tresses. Donc tous ces adjectifs-là, on ne les connaissait pas. Le noir était synonyme de divin. Les femmes africaines à cette époque prenaient des heures et des heures et des heures pour sculpter leurs cheveux. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les tresses étaient élevées au rang de sculpture capillaire. Donc je pense que vous le savez aussi, c'était qu'il y avait un grand rôle à cette époque dans la signification des coiffures, c'était notre carte d'identité. Ça pouvait représenter le statut social, le statut marital, le rang aussi. Hein. Plus on avait par exemple de l'or dans les cheveux, forcément on était plus riche que ceux qui portaient des fleurs par exemple. Donc déjà, voilà, lorsqu'on leur explique déjà tout ça, je pense déjà que ça fait déjà du bien au niveau du mindset. Donc aussi en général, je leur montre aussi les premiers peignes qu'on retrouvait en Afrique. Et elles font le lien directement avec le peigne afro, avec lequel on se coiffe encore aujourd'hui. Donc ce sont des peignes, les premiers peignes qu'on retrouve dans les tombes de Nagada. Je leur montre aussi la reine Tiye, la maman d'Akhenaton. Donc si vous le voyez, elle a soit certains disent que c'est un afro, certains disent que c'est une perruque. Donc en Égypte antique, il y avait différentes coiffures, il y avait les tresses, il y avait les locks, il y avait les perruques. Ensuite, je leur montre aussi que pendant l'Afrique impériale, on avait aussi des ornements. Donc là, vous voyez le casque. Alors bien sûr, les casques, c'était pour la royauté, d'accord, mais ce sont des casques en or. Donc on habillait déjà le crâne, les cheveux. Je leur montre des exemples de coiffure. Donc là, vous pouvez voir les tresses de l'enfance, donc en Égypte. Donc ça, c'est la coiffure des enfants. Et ensuite, à la puberté, il laissait pousser les cheveux. Donc on voit les ornements, etc. Donc là, on continue, pareil. Donc vous voyez l'importance de la représentation pour nos enfants. Là, elle ne voit pas tout de suite des hommes enchaînés comme on va voir après. Donc c'est très très important. Donc voilà, vous avez différentes coiffures, différentes couronnes, différents peignes. Donc je vais passer, puisque je résume. Je pense que vous avez donc compris. Donc toujours des tresses. Là, nous sommes en Afrique impériale. Donc chaque peuple avait ses coiffures, les imbas qu'on voit encore aujourd'hui, dont les enfants portent 2 tresses. Et donc on leur explique que les coiffures correspondent aussi à l'âge. Il y a des coiffures pour la circoncision, il y a des coiffures lorsqu'on cherche un amoureux, il y a des coiffures lorsqu'on est marié, il y a des coiffures que l'on porte pendant le deuil.
Donc voilà, ça ce sont des images actuelles, même si bien sûr on a tendance à perdre notre culture comme tout le reste du monde. Alors, donc voilà où on arrive en général avec donc, nos adolescentes à partir de la traite négrière. Donc je ne vais pas expliquer ce que c'est la traite négrière, je pense que tout le monde le sait ici. Mais la chose que je leur explique, c'est qu'il faut imaginer quand même que lorsque les Africaines qui ont été réduites en esclavage, donc lorsqu'on arrivait en Afrique, donc les colons, grâce à la puissance du canon, hein, puisque c'est ça qui a renversé les rapports de force, c'est à partir de ce moment-là qu'on a perdu donc notre force en Afrique, hein, puisqu'il y avait donc ce qu'on appelle la poudre à canon. Donc lorsqu'ils ont capturé toutes ces femmes-là restaient des mois et des mois en fait dans les cales des bateaux négriers, donc nos ancêtres. Donc vous imaginez bien que lorsqu'elles ont été capturées, elles n'avaient plus les soins qu'elles avaient donc en Afrique impériale. Donc elles restaient 2 ou 3 mois, 4 mois, 5 mois dans des conditions inhumaines, entre le vomi, les excréments, les immondices, le caca, etc., qui stagnaient dans les cheveux crépus. Donc vous-même, vous savez déjà, lorsqu'on ne coiffe pas nos cheveux, alors qu'on a déjà des soins, ça s'en mêle vite, donc imaginez dans les bateaux négriers. Donc lorsqu'elles arrivaient en Amérique, on les rasait. En général, on les rasait pour 2 raisons principales. Donc pour effacer leur identité, d'accord, puisque le cheveu portait l'identité de la personne, et pour éviter la prolifération des poux, etc., des maladies du cheveu. Donc ensuite, on arrive, donc c'est là où je leur explique que là, le paradigme va changer. Les cheveux crépus ne sont plus la norme de beauté. La norme de beauté, c'est celle du colon. Donc ça veut dire celle du cheveu raide. Donc pendant l'esclavage, les premières femmes qui ont commencé à s'occuper de leur, si on peut dire de leur beauté, si on peut dire ça comme ça, elles ont commencé à se coiffer avec les brosses qu'on prenait pour peigner les bêtes. Donc ce sont des grosses brosses. Ensuite, les colons ont commencé à leur donner des fourchettes et leurs vieux peignes. Elles prenaient aussi les fourchettes. Ensuite, les colons ont donné leurs peignes. Donc c'est pour ça qu'il y a un chapitre dans le livre, un chapitre sur lequel je m'attarde lorsque je fais les ateliers, qui s'appelle 400 ans sans peigne. Parce qu'il faut bien comprendre cette histoire, les femmes afro sont restées 400 ans sans peigne aux États-Unis. D'accord? Donc là, il y a toute la chronologie du peigne. Donc c'est ça, cette brosse, cette fameuse brosse avec lesquelles on brossait les animaux. Donc le référent est devenu le peigne européen. Et donc c'est de là que vient ce qu'on appelle aux États-Unis le good hair et le bad hair. Si le cheveu passait dans le peigne européen, c'était un good hair, c'était un bon cheveu. Et s'il ne passait pas, c'était un mauvais cheveu. Donc vous imaginez bien que la plupart des femmes noires, le cheveu ne passait pas. Donc c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à dire ce cheveu est laid, il est dur, il est rebelle, tous les adjectifs qu'on a dit. Donc c'est un moment précis de l'histoire. Et donc ces femmes ont voulu lisser leurs cheveux dans ce nouvel environnement qui était complètement hostile, raciste et extrêmement violent. Donc elles ont pris ce qu'on appelle des pierres chauffantes d'abord pour essayer de lisser. Il y avait aussi la graisse que l'on mettait dans les roues de voiture, qu'on étalait, surtout les hommes étalaient donc cette graisse dans les cheveux afin de les rendre beaucoup plus lisses. Et il n'y avait que la soude qui pouvait enlever cette graisse en fait. Pendant l'esclavage aussi, donc les nègres marrons, donc ce sont les esclaves qui prenaient la fuite. Donc comme vous le savez, ils n'avaient pas le droit d'écrire. Et il ne fallait pas qu'ils parlent aussi entre eux, parce que si on le découvrait, on leur coupait bien sûr la langue. Donc qu'est-ce qu'ont fait nos ancêtres? L'ingéniosité de nos ancêtres, malgré cette époque extrêmement douloureuse, c'est ce qu'ils ont tressé les chemins d'évasion dans les cheveux. C'est ce qu'on appelle ici, donc je ne sais pas si vous voyez comme ça, les cornrows. Donc c'est de là aussi que vient cette coiffure. En fait, c'est une, comment dire, c'est une marque de rébellion. Ensuite, on nous a imposé la loi Tignon. La loi Tignon, c'est la loi justement qui forçait les femmes noires et mulâtres à porter le foulard pour cacher ses cheveux.
soit pour ne pas faire concurrence aux femmes blanches, puisque les femmes noires commençaient après à orner leurs cheveux. Donc forcément, ça attirait l'œil. Donc la loi Tignon les forçait à porter justement ce foulard. C'est pour ça que dans tous les films afro-américains, vous voyez souvent les femmes qui ont les cheveux couverts. Et bien sûr, pour les Antillaises, on connaît toutes le marée-tête, le madras, et bien sûr, dans ces coiffures-là, il y a pareil une signification, si on est marié, si on ne l'est pas, si on recherche, si on a le cœur à prendre, etc. Donc en fait, tout est signification. Donc, à la fin de l'esclavage, lorsque nos ancêtres ont arraché leur liberté, oui, puisque nos ancêtres ont arraché leur liberté, on ne leur a pas donné. Il fallait continuer à vivre et à survivre. Donc il fallait que ces femmes et ces hommes travaillent. Donc vous imaginez bien que dans ce contexte-là, les cheveux devaient être lisses. On n'allait pas aller travailler avec des tresses, des locks ou des cheveux grainés, comme on dit chez nous. Donc Gareth Morgan, pour ceux qui connaissent et qui est aussi l'inventeur du feu tricolore, a inventé un produit de lissage qui a été amélioré par celle que vous connaissez, dont le film est sur Netflix, Madame Walker. Donc ces premiers produits n'étaient pas des défrisants, c'était des produits pour lisser les cheveux. Et ensuite, ça a évolué avec le fer chauffant, et ensuite avec les produits défrisants. Donc c'est pas pour rien que les premières femmes noires afro-américaines millionnaires sont devenues riches avec les produits capillaires. On ne rentrera pas dans ce que ça veut dire au niveau du mindset, au niveau de l'esprit, je pense que tout le monde a compris. Mais voilà les premières femmes millionnaires. Ensuite, au fur et à mesure du temps, on a gardé le défrisage. Donc là, vous pouvez voir Joséphine Baker, les mouvements du jazz, etc. Le défrisage, tout le monde se rappelle aussi du beau défrisage de Jess Brown. Malcolm X est passé aussi par là. On appelle cette coiffure le conque. On le voit très bien dans le film de Malcolm X, où ça lui brûle totalement le crâne. Et ensuite, lorsqu'il a repris conscience de son africanité, qu'il s'est reconnecté avec lui-même en tant qu'homme noir, il a dit plus jamais. Donc voilà toutes les coiffures qu'on pouvait voir dans les années 30, les années 50. Des cheveux défrisés. Des grandes marques aussi pour hommes. Nos grandes chanteuses, Aretha Franklin. Et donc, heureusement qu'il y a eu les années 60, avec le mouvement des Black Panthers. Donc ce mouvement, je ne vais pas l'expliquer, je pense que tout le monde le connaît, mais ce qui est important, c'est que ça a fait une cassure avec la génération d'avant. Et lorsque ces hommes et femmes ont commencé à porter les afros, donc les anciens les regardaient, les dénigraient. Donc la reconnexion. Et qu'est-ce qu'on voit réapparaître dans les années 70? Le peigne afro qui avait disparu depuis l'Afrique. Donc c'est seulement dans les années 70 que le premier peigne avec la poignée, celui qu'on connaît tous, est réapparu et breveté par deux Afro-Américains. Ce fameux peigne que l'on connaît tous. Donc l'afro, donc après les années 60, les grandes chanteuses comme Nina Simone ont porté l'afro, etc., etc. Ensuite arrivent les années 70. Alors, les années 70, vous connaissez tous Stevie Wonder aussi, qui a remis aussi à la mode les tresses qu'on appelle les tresses égyptiennes, on les surnomme comme ça, avec les perles. Donc ça, c'est les coiffures de nos parents. Il y avait l'afro et ces fameuses coiffures qui reprenaient les cornrows aussi, avec les rajouts et les perles. Il y a eu la mode aussi du Jerry curl, la coupe de Michael Jackson. Et avec l'arrivée du mouvement hip-hop, on a eu ce fameux high top. Ensuite, les grosses tresses. Alors nous, on appelait ça dans les Antilles les patras, mais aux États-Unis, on appelle ça les box braids, avec le film avec Janet Jackson et Tupac. Donc ces tresses sont revenues à la mode. Donc petit à petit, un peu partout, on a récupéré en fait nos coiffures ancestrales.
Bien sûr, avec Bob Marley, hein, les Lox ont repris le devant de la scène, même si, bien sûr, les Lox étaient mal vus à cette époque-là. Mais ensuite, de grands artistes comme Toni Morrison, notre grande romancière, qui portait les Lox, Tracy Chapman, Lauryn Hill, etc., ont permis de démocratiser en fait ces coiffures qui existaient depuis la nuit des temps. Donc voilà, et donc aujourd'hui, il y a le mouvement qu'on appelle Nappy, qui a permis à beaucoup de femmes de se reconnecter en fait avec leurs cheveux. Donc voilà, je ne vais pas prendre trop de temps pour cette histoire, j'espère quand même que ça vous a plu. Et voilà, si vous avez des adolescentes et des adolescents, n'hésitez pas à vous procurer Trop beau mes cheveux afro, c'est un livre fait pour eux, voilà. Pour eux, parce que si on avait eu ça plus jeune, on n'aurait pas eu toutes ces années en fait de retard au niveau mental, au niveau de notre cheveu afro. Donc c'est notre génération qui écrivons notre histoire. Donc justement, c'est à nous de changer la narrative. Donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas, Trop beau mes cheveux afro.